Je souhaiterais faire un petit disclaimer. Je souhaite qu'en regardant cet épisode à son terme, vous vous disiez « Ok, je ne suis pas d'accord avec lui, mais au moins il a le mérite d'oser aborder des sujets sensibles, des sujets dont on ne parle pas assez dans notre profession. » Il ne s'agit pas, je tiens à le dire, de régner ce que nous faisons. Au contraire, je trouve que nous essayons de faire de notre mieux. Et à l'instant, me vient en tête une chose que me disait une ancienne directrice à moi, qui avait dit une fois une phrase « Nous nous en sortons plutôt pas mal pour des moyens que nous n'avons pas. » J'en suis conscient. Cependant, je pense qu'il est de notre devoir en tant que personne concernée par notre métier de questionner et de ne pas nous conformer. Je sais que ça dérange, mais voilà, je le fais. J'espère que nous sommes dans un cercle de bienveillance. Ce ne sont que des questionnements et des réflexions. Le mois de mars au travail a été difficile pour moi. Pas à cause de la charge ni des situations en elles-mêmes, mais plutôt à cause d'une sensation, celle d'aller contre des valeurs qui me sont importantes et d'une question qui ne me lâche plus. Est-ce que je fais vraiment ce que je crois faire? On dit souvent que si on fait du travail social, ce n'est jamais par hasard, qu'il y a toujours une raison derrière. C'est vrai, du moins en ce qui me concerne. C'est parce que j'ai voulu rendre ce que j'avais reçu comme aide. Hormis cela, je n'ai aucun besoin de me soigner ni de sauver le monde et ce n'est pas de l'altruisme. J'essaie juste d'être un professionnel. Je fournis une prestation pour laquelle je suis rémunéré. Il n'y a rien d'héroïque dans ce que je fais. J'ajouterais même que plus le temps passe, plus j'ai cette impression désagréable de contribuer à un système dont l'objectif n'est plus de réduire les injustices et les inégalités, mais avant tout de justifier sa propre existence. Or, j'aime profondément mon travail. Cependant, je crois que si ma présence en tant que travailleur social est indispensable au fil de mes accompagnements, il y a quelque chose que je fais de faux. Ça n'engage que moi, mais la qualité de mon travail, je la mesure à l'autonomie qu'acquiert la personne que j'accompagne. Moins elle a besoin de moi, plus je suis satisfait parce que je ne suis pas indispensable et je ne veux pas le devenir. Bienvenue sur TSHM le podcast. Vous êtes l'équipage du pirate au chapeau Carhartt. Je suis Monsieur Manga et c'est un immense plaisir. Pour comprendre ce dont on parle, il faut d'abord poser le cadre. Qu'est-ce que le travail social est censé faire et pourquoi existe-t-il? La réponse courte, parce que sinon ce serait trop long, c'est parce que toute société produit de l'exclusion. Des personnes qui décrochent, qui perdent pied, qui se retrouvent en marge, ce n'est pas un accident. C'est une conséquence structurelle de nos systèmes économiques et politiques. Le sociologue Robert Castel a théorisé ce processus sous le nom de désaffiliation, en réponse aux travaux sur la disqualification qui montraient comment le rapport à l'assistance transforme les individus en assistés, avec tout ce que ça implique comme perte de statut et de reconnaissance. Pour Castel, ce n'est pas l'assistance qui produit l'exclusion, c'est la rupture progressive des liens sociaux et professionnels qui précède et conditionne tout le reste. Mais Castel seul ne suffit pas, parce que la désaffiliation ne produit pas de la pauvreté matérielle. Elle génère aussi des blessures intérieures. Le philosophe et sociologue Axel Honneth nous le rappelle avec sa théorie de la reconnaissance. La souffrance sociale naît fondamentalement d'un déni de reconnaissance. Être invisibilisé, méprisé, ne plus compter dans la société. Le travail social est censé restaurer cette reconnaissance, là où elle a été niée, dans la relation d'aide, l'accompagnement, dans le regard qu'on pose sur une personne. C'est dans ce contexte que s'inscrit la définition internationale du travail social, celle de l'IFSW de 2014, reprise par Avenir Social dans son tout nouveau code déontologique entré en vigueur le 1er janvier 2026. Je cite: « Le travail social promeut le changement et le développement social, la cohésion sociale, le développement du pouvoir d'agir et la libération des personnes. » Libération des personnes, développement du pouvoir d'agir, ce sont des notions fortes qui résonnent au plus profond de mon être. Le nouveau code déontologique d'Avenir Social va plus loin encore. Il s'articule autour de 3 principes fondamentaux: la dignité humaine, les droits humains et la justice sociale. Et parmi ces lignes directrices, il y en a une qui m'interpelle particulièrement: l'autonomisation. Je cite: « Le travail social informe, met en réseau et mobilise afin de soutenir les personnes dans le développement de compétences dont elles ont besoin pour gérer leur vie de manière autonome. » Gérer leur vie de manière autonome. Voilà ce vers quoi on est censé tendre. Sur le papier, c'est beau, c'est magnifique. Avant d'aller plus loin, je dois définir un terme que vous allez entendre tout au long de cet épisode. Le basset. C'est une philosophie d'intervention sociale qui réduit au minimum les conditions d'accès à une ressource ou à un service. Pas de dossier ni de statut requis, non plus d'informations personnelles collectées donc. Aucune attente spécifique. On ouvre la porte et on ne la referme presque jamais. Enfin, sauf quand il n'y a plus de place pour accueillir. L'idée de départ est noble. Ne pas subordonner l'aide au mérite. Ne pas demander à quelqu'un de prouver qu'il souffre assez pour avoir droit à un repas chaud ou à un lit. En pratique, ça recouvre
découvre des réalités très différentes. Les accueils de jour, les hébergements d'urgence, les distributions alimentaires. Et c'est là que débute ma réflexion. Remontons en 2021. Je travaillais alors dans un hébergement d'urgence. Et selon mes modestes observations, j'en venais à me dire que ce modèle avait atteint ses limites depuis longtemps. Parce que sur le terrain, j'observais des personnes qui avaient pourtant des possibilités ainsi que des droits s'enfoncer un peu plus chaque jour. Et pourtant, nous effectuons notre travail. Nous respections la promesse faite, donnée sans questionner. Sans jamais nous demander collectivement, du moins, si ce que nous donnions aidait vraiment ou si ça ne faisait que soulager pour un instant. Parce que voilà ce que ce principe produit en pratique. Une structure qui distribue par exemple des repas attire mécaniquement toute personne qui a faim, précaire ou non, sans domicile ou pas. Et comme les règles s'appliquent de la même façon à tout le monde, une personne qui a un logement et de quoi manger se retrouve à table aux côtés d'une personne qui n'a rien. Bon, s'il y a quelque chose de l'ordre de l'inclusion que je trouve magnifique là-dedans, il est toutefois honnête de dire que les deux sont comptés de la même façon. Les deux entrent dans les statistiques. À la fin ou au début de l'année, quand arrive le moment du bilan, la structure annonce des chiffres. 10 000 passages, 20 000 repas servis. Mais ces chiffres ne disent pas qui est venu, ni à quelle situation précaire les personnes ont été confrontées. Ces chiffres disent juste, on a été là, on a ouvert la porte, on a donné ceci et cela. Vous voyez bien qu'il y a des besoins. Or, un budget bas seuil n'est pas extensible. J'ose même à le dire que le bas seuil est le parent le plus pauvre de tout le spectre social. Mais le problème va plus loin que les ressources. C'est le modèle lui-même qui, selon moi, est perverti. Le label inconditionnel, excusez-moi de le nommer de la sorte, mais c'est ainsi que je le prends, peut avoir un effet iatrogène, celui de maintenir et de favoriser quelquefois la dépendance, y compris auprès de celles et ceux qui auraient les possibilités de rebondir. Ce n'est pas une intuition isolée que je vous partage. Le sociologue Serge Pogam le théorisait déjà dans la disqualification sociale, en disant ceci. Le rapport à l'assistance ne se limite pas à recevoir une aide. Il produit une transformation identitaire progressive. La personne qui entre dans le système d'aide sociale passe graduellement d'une fragilité à une dépendance. Non pas par choix, attention, mais parce que le dispositif lui-même construit cette posture. Mais bien évidemment que nous ne créons pas de la dépendance par malveillance. Enfin, si dépendance il y a, je m'avance peut-être un peu trop. Nous intervenons dans un système qui n'a jamais été conçu pour faire autre chose que soulager. Cependant, ça soulève encore en moi une autre question qu'on n'ose pas souvent poser, que je n'ose pas souvent poser. Je parle en jeu, d'accord? Si une personne a les possibilités de rebondir et ne le fait pas, est-ce qu'on lui oblige? Je connais la réponse du bas seuil. C'est non, jamais. On fait de l'accueil inconditionnel, de la libre adhésion. Est-ce à dire que la grande précarité ôterait aux gens toutes leurs capacités? Bien entendu, je ne l'ignore pas. Les causes qui rendent difficile la capacité de se mouvoir pour les personnes auxquelles on attribue le statut de grande précaire sont réelles, complexes et souvent invisibles. Mais Spinoza, oui, cela faisait un moment que je n'avais pas cité mon pote, mon goth, le disait déjà. On est en proie à un déterminisme fataliste tant qu'on ignore les causes qui mènent au fait. Cela tombe bien. En Suisse, de plus en plus, nous avons des données qui permettent de définir les causes qui mènent au fait. De la précarité, j'entends. Peut-être pourrions-nous donc commencer à envisager dans le bas seuil des accompagnements plus en profondeur. Bien entendu que les personnes sont souvent, hélas, abîmées, mais cela n'empêche pas d'œuvrer avec elles pour du changement positif à long terme. Ok, une fois que les besoins de base de la pyramide de Maslow auront été assouvis. Comme dans cet épisode, j'ai décidé d'y aller franco, alors allons-y. Ceci est un petit appart. Une des difficultés dont je me sais particulièrement en proie, c'est de ne pas voir les personnes que j'accompagne comme des victimes ou comme des pauvres à sauver absolument. Pour moi, et je me trompe probablement, ce sont des personnes en souffrance, des personnes qui rencontrent des difficultés, mais des personnes avant tout, des personnes qui ont des qualités. Et une personne mérite qu'on lui fasse confiance, y compris en lui posant des exigences à minima. Attention, je ne dis pas que nous devons décider pour elles. Ce que je dis ou j'essaie de faire comprendre, c'est que ces personnes viennent nous voir avec des demandes et des attentes, parfois réalistes, parfois voilà, et qu'il s'agit peut-être donc d'œuvrer en ce sens avec elles. Je reconnais que j'ai un point d'attention particulier à ne pas créer, favoriser ou maintenir certaines choses parce que je garde toujours en tête que pour moi ce n'est que mon travail. Demain je peux le quitter, partir ailleurs ou alors me faire virer parce que je l'ouvre un peu trop. Tandis que pour les personnes concernées, pour les personnes que j'accompagne, présent, passé, futur, c'est leur vie qui est en jeu. Parlons un peu des hébergements d'urgence.
d'urgence. À l'origine, au début des années 90, en Suisse romande, l'urgence sociale s'est imposée comme une réponse au sans-abrisme grandissant. La Marmotte, à Lausanne, gérée par l'Armée du Salut, ouvre en 93. Le Sleep-In suit la même année, né d'un groupe du milieu alternatif qui avait alerté la ville sur la nécessité d'agir. Ces structures, et c'est important de le dire, l'étude de la Haute École de Travail Social de Lausanne, sans-abrisme à Lausanne, le documente, était initialement conçu pour des personnes de la région marginalisée, ayant un accès formel à l'aide sociale, mais n'y recourant pas. Ce n'était donc pas pour tout le monde, c'était pour un public ciblé dans une situation précise, le temps de trouver un rebond. L'idée était simple, un filet de sécurité temporaire, pas un mode de vie. D'où le nom hébergement d'urgence. La Marmotte, le Sleep-In, comme d'autres structures en Suisse romande, sont souvent nées dans l'urgence. À titre d'exemple, il y a des personnes qui travaillent, qui ont un emploi, un revenu, mais qui séjournent dans un hébergement d'urgence sur le long terme. Non pas parce qu'elles n'ont pas les moyens de se loger, mais parce que le marché du logement, en particulier à Genève, est tel qu'elles ne trouvent pas. Il y a aussi les personnes européennes ou originaires d'États tiers sans droit en Suisse. Et puis celles qui ont des droits mais dans un autre canton et qui ne souhaitent pas y retourner pour diverses raisons. Ou d'autres encore qui souffrent d'addiction, de troubles psy. Il me semble que nous devons nous saisir de cette complexité qui ne cesse de croître pour ajuster et réajuster nos pratiques. Parce qu'à la base, il y a un principe de rebond dans les hébergements d'urgence. S'y installer durablement n'était pas l'objectif. Et comme hélas nous travaillons dans l'urgence, nous manquons souvent le temps. Et si nous ne prenons pas le temps de questionner ce glissement, ne soyons pas surpris que cela nourrisse des initiatives comme celle d'une Suisse à 10 millions. Des politiciens certes prennent des raccourcis, mais n'empêche qu'ils s'en servent comme argument. Le dysfonctionnement du modèle devient le carburant du discours. Ensuite, il y a ce que j'appelle le tourisme social. Et ici, il faut être précis parce que le mot est politiquement chargé. En 2004, les 4 écoles de travail social de Suisse romande, de la HOSO, ont publié un ouvrage collectif intitulé Le tourisme social, mythe et réalité. Leur conclusion est sans appel. Le tourisme social, au sens classique, se déplacer d'un canton à l'autre pour bénéficier de meilleures prestations, est largement un mythe. Les personnes qui reçoivent l'aide sociale déménagent pour les mêmes raisons que tout le monde, la famille, l'emploi, pas pour optimiser leurs droits sociaux. Ce n'est pas ce dont moi je parle. Ce que j'observe, c'est tout autre chose. Une personne domiciliée dans un autre canton, Fribourg, Vaud, Valais, qui vient séjourner dans un hébergement d'urgence à Genève, elle est sans domicile fixe, mais elle bénéficie de droits dans son canton. Elle pourrait les activer là-bas. La maintenir dans un hébergement d'urgence à Genève, c'est l'aider sans l'aider. Elle ne dort pas à l'extérieur, mais elle reste précaire. J'appelle ça du travail de surface. Tôt ou tard, cette personne devra rentrer dans son canton pour bénéficier d'un accompagnement approfondi et durable. Combien de personnes qui avaient des droits ont été maintenues dans cette dynamique jusqu'au jour où elles ont été gratifiées du label grand précaire? Le séjour genevois ne résout rien. Il reporte, il déplace le problème géographiquement sans le traiter. Et pendant ce temps, la structure remplit ses lits, les statistiques sont bonnes, le rapport annuel est satisfaisant. Et personne n'est décédé à l'extérieur. Ce qui est déjà bien. Mais si notre seul indicateur de succès c'est que les gens ne meurent pas dehors, alors on a réduit la mission du travail social à sa plus simple expression biologique. On gère des corps, on ne transforme pas des vies. Empêcher de mourir dehors tout en laissant stagner dedans. Je sais ce qu'on pourrait me répondre, que pour ces publics, ce sont les besoins de base qui doivent être assurés en priorité. D'ailleurs, c'est souvent l'argumentaire utilisé, celui de la pyramide de Maslow. Je le concède, c'est vrai à une période. Mais aujourd'hui, au-delà du fait que ce ne soit plus suffisant selon moi, c'est même dommageable. Car une fois de plus, une mutation des réalités du terrain s'est produite. Les situations sont plus complexes, plus hétérogènes. Assurer un lit et un repas ne peut plus être la définition de l'accompagnement social du bas seuil en Suisse romande. On pourrait aussi me demander comment mesurer l'impact. Et là, je retourne la question. Ne pas mesurer de manière plus précise, n'est-ce pas aussi un choix? L'absence d'indicateurs plus approfondis n'est pas une contrainte technique. Il m'arrive même de me demander si ça n'arrangerait pas de temps en temps. Ne vous vexez pas, je ne fais que poser la question. Après ce passage, je viens probablement de perdre le dernier employeur qui aurait pu m'engager. Bon, je suis là, je tourne des vidéos, je me permets de remettre en question un système bien plus grand que ma petite personne. C'est facile ça, et je suis d'accord. Je parle, je sais, mais en même temps, je guigne un peu à gauche à droite. Je pense par exemple au modèle Housing First, le plus documenté. C'est l'histoire d'un psychologue, Sam Tinsbury, désolé si j'ai mal prononcé, qui en avait assez de soigner des gens à l'hôpital pour les voir ressortir à la rue. En 92, il fonde Pathway to Housing à New York avec une idée aussi simple que révolutionnaire. Arrêtez de demander aux gens de mériter un
logement. On les loge d'abord, on accompagne ensuite. Si et quand ils le souhaitent, le logement n'est pas la récompense du parcours, c'est le point de départ. Là où le modèle traditionnel conditionne l'accès au logement à l'acquisition préalable de compétences, Housing First renverse la logique. Les résultats sont éloquents. Après 2 ans de suivi en Belgique, 93% des bénéficiaires Housing First étaient toujours en logement, contre 48% pour des personnes passées par le système traditionnel. On dit souvent que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Peut-être. Je ne fais pas de confiture personnellement. Toutefois, faire encore et toujours la même chose en espérant un résultat différent, n'est-ce pas la définition de l'aliénation? On préfère les modèles par étapes, qui partent de l'idée qu'une personne doit prouver qu'elle mérite un logement avant d'en avoir un. Spinoza, mon pote, dirait qu'on maintient les gens dans l'ignorance des causes. Moi, je dis qu'on préfère peut-être gérer la précarité plutôt que la réduire. Je crois que là, c'est bon. Je suis blacklisté dans toutes les structures sociales maintenant. Et donc, en travaillant sur cet épisode, je me suis posé la question, mais pourquoi le changement, des approches différentes mettent-elles du temps à arriver? Toutes les personnes dans le social, s'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement, d'accord? Je me mets moi-même dans tout ça. Je commence par moi, par nous, les professionnels du terrain. Parce qu'il serait trop facile de pointer uniquement les institutions ou les politiques. La vérité, c'est que nous sommes aussi des éléments de ce système. On voit, on sait, mais on continue. Je me demande pourquoi. Peut-être parfois par épuisement, par confort. Parfois parce que remettre en question le système dans lequel on travaille, c'est aussi remettre en question le sens de ce qu'on a fait pendant des années. Et ça peut être douloureux. Il y a aussi peut-être la peur. Ne me blacklistez pas, s'il vous plaît. Je disais donc qu'il y a aussi la peur. Mordre la main qui nous nourrit n'est pas sans risque dans un secteur aussi petit que le travail social en Suisse romande. Tout le monde se connaît. Le silence devient donc une forme de survie professionnelle. Le sociologue Ioan Ionescu théorisait cette tension entre la mission émancipatrice du travail social et sa fonction réelle de régulation sociale au service des institutions. Ce n'est pas que les professionnels soient mauvais, c'est que le système récompense la conformité et sanctionne la dissidence. Durkheim le disait déjà. Sans déviance à la norme, il n'y a pas de changement, que de la reproduction sociale. Je répète, c'est Durkheim qui le disait. Sans déviance à la norme, il n'y a pas de changement, que de la reproduction sociale. En fait, il faut pas me blacklister. Moi, je ne fais que venir nous secouer là. Hey, réfléchissons, allons un peu plus loin. Je ne suis pas seul, je pense qu'il y en a d'autres, mais j'essaie de sauver ma carrière. J'ai également envie de parler de Salomon Asch, psychologue social qui en 1951 a montré que les individus se conforment aux opinions du groupe et qu'ils en sont conscients. Ils ne cèdent pas par ignorance. Ils cèdent pour ne pas se distinguer, mais surtout pour ne pas provoquer de conflit. Et mon intérêt à moi, c'est pas de faire un conflit. C'est juste que après 10 ans de terrain, je me sens de moins en moins en phase. Je vais contre des valeurs qui me sont importantes. L'intégrité, l'exigence, faire du travail social et non pas du travail humanitaire. Quoique travailler en secteur basseuil s'y apparente un peu. Malgré la peur d'oser mettre les pieds dans le plat, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo? Parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir l'impression d'être un mauvais travailleur social. Parce qu'il est plus facile de dire oui que non, de sembler cool. J'ai vraiment parfois l'impression de ne pas être un bon travailleur social parce que je questionne. Je freine ce mouvement vers la certitude. J'analyse chaque action, ses bienfaits, mais aussi et surtout ses aspects iatrogènes. Alors que la démarche semble de soulager aujourd'hui et on verra demain. Et quelquefois, peut-être que j'interprète, j'ai l'impression de voir à travers la réaction des usagers, mais aussi de certains collègues que je suis relou, que je viens à gâcher l'ambiance. Et j'en ai marre. Parce que me conformer, je le sais, signerait probablement la fin de mon investissement professionnel. Mais au-delà de mon ressenti personnel, c'est le modèle lui-même qui me pose vraiment problème. J'arrive au bout de ce que je peux lui donner sans avoir cette désagréable sensation de trahir la mission initiale. J'ai parlé des professionnels, de nous sur le terrain, donc foutu pour foutu, autant aller, Je vais parler des institutions. Et je choisis ce mot volontairement parce que ce dont je parle s'inscrit dans une logique systémique où plusieurs éléments se nourrissent mutuellement. Les institutions sociales ont l'obligation de justifier leur existence. D'autant plus que l'environnement se veut concurrentiel. Oui, j'adopte ici un langage volontairement mercantile parce qu'il y a quelque chose de commercial dans la logique. Certaines ont une vision coût, dépenses et profit. Et toutes sont assujetties à un point important, le budget. Et une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et rien dit à la fois en vrai. Chaque année, les institutions doivent démontrer leur utilité à leurs financeurs. Communes, cantons, les fondations. Et la manière la plus courante de le faire, c'est par les chiffres. Ces mêmes chiffres qui seront utilisés plus tard pour justifier et argumenter les besoins. Ces chiffres s'articulent souvent autour des mêmes axes.
services, le nombre de personnes accueillies, la quantité de repas distribués, les nuitées comptabilisées, les prestations fournies. Il me laisse souvent sur ma faim. À qui, pourquoi, quand et comment me manque presque toujours. Ce que ces chiffres ne disent pas, on l'a vu, c'est qui est venu, dans quel état il est reparti, si quelque chose a changé dans sa vie. Mais voilà le paradoxe. Une institution qui travaillerait vraiment à réduire la précarité verrait ses chiffres baisser, moins de passages, moins de nuitées, moins de repas servis. Ce qui, dans la logique des financeurs, ressemblerait peut-être à un échec. Autrement dit, le succès réel du travail social ressemble à un échec institutionnel, tandis que l'échec réel ressemble à un succès. C'est d'ailleurs ce que la sociologue suisse Verena Keller théorisait dans son ouvrage Aider et contrôler, les controverses du travail social, paru en 2005. La fonction réelle des institutions n'est pas toujours d'émanciper, c'est souvent de reculer, parce que tout le monde a besoin que le système continue à fonctionner. Moi je le savais déjà, mais je vous confirme, je suis fou. Après avoir parlé de nous les professionnels, après avoir parlé de nos employeurs, les institutions, en quelque sorte maintenant, je vais parler de leurs employeurs, plus haut. On me dit souvent que le social est politique. J'ai du mal avec cette affirmation, même si je comprends ce qu'on veut dire. J'aurais plutôt tendance à dire que le social est un instrument politique pour tous les bords. Là, comme dirait Edgar Yves, je ne manque plus carrément de vigilance. Je suis en autopilotage total. Il y a une expression célèbre lancée par Jean Gabin dans la traversée de Paris en 1956 et popularisée ensuite par Coluche. Salaud de pauvre. Une formule qui dit le mépris dans lequel sont parfois tenus ceux qu'on considère comme des mauvais pauvres. La droite s'en sert pour mobiliser cet électorat-là. Celui qui en veut aux assistés, aux profiteurs, à ceux qui coûtent. Le social devient alors un outil de gestion des indésirables, discret, propre, institutionnalisé. Mais la gauche n'est pas en reste. Elle s'en sert pour démontrer sa bienveillance, sa compassion, son engagement pour les plus vulnérables. Le social devient vitrine. Dans les deux cas, les personnes précaires restent précaires. La logique voudrait qu'entre deux mots, on choisisse le moindre. Mais alors, qui choisit? Parce que ni l'un ni l'autre ne questionne vraiment le système qui produit cette précarité. On gère les conséquences, on ne touche pas aux causes. Foucault nommait cela la biopolitique. Ce pouvoir qui ne cherche pas à transformer les conditions de vie, mais à administrer les populations, à gérer les corps, faire vivre et non pas émanciper. Peut-être que même le système lui-même a besoin de justifier son existence. J'avais pas pensé. Voilà mes Nakama. Comme dirait un célèbre pirate nommé Edgar Yves, le gâteau est au four, il n'y a plus qu'à surveiller la cuisson. En conclusion, ce système dépasse ma petite personne et je n'ai pas la prétention de le changer. Cependant, je n'aurai de cesse de le questionner. Et peut-être, je dis bien peut-être, que mes questions, ainsi que celles des autres qui osent, feront l'effet d'une petite pierre dans une chaussure. C'était TSHM le podcast. Si vous avez trouvé cet épisode pertinent, mettez un like, un commentaire, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Et comme j'ai coutume de dire, la parole nous libère. Allons-y mollo quand même, Nous avons des factures à payer. Et ouais.